Bonjour, Kiné Vidéo numéro 13, un numéro entièrement consacré à l'équilibre, ou pour être plus précis, aux troubles de l'équilibre, au vertige et à la rééducation. Et nous verrons d'ailleurs que les troubles de l'équilibre et les vertiges recouvrent des pathologies différentes. Premier sujet, nous partons à Poitiers, à l'hôpital de Poitiers, pour y rencontrer le professeur Gilles, neurologue, et pour un rappel anatomique et physiologique. Professeur Gilles, c'est quoi l'équilibre ? L'équilibre est cette fonction qui permet à l'être humain le maintien de la position érigée, le maintien de la position debout. Ce maintien doit en effet être possible non seulement quand l'être humain est immobile, mais aussi quand il se déplace. Il y a donc nécessité d'un équilibre statique et dynamique, et l'on devine sans peine que le maintien de cet équilibre repose sur l'orchestration de mécanismes neurophysiologiques particulièrement complexes. Quels sont ces mécanismes neurophysiologiques ? Bien, ces mécanismes neurophysiologiques, nombreux, ont un but. C'est déclencher les adaptations posturales du corps, adaptations nécessaires au maintien de la station érigée et de l'équilibre. Il y a donc nécessité d'information d'une part et nécessité de réponse de l'organisme. Pour permettre le déroulement de ce dialogue permanent entre les informations et le retour, eh bien, un certain nombre de structures anatomiques sont en action. La première qu'il faut nommer est le labyrinthe. Le labyrinthe qui contient, vous le savez, ces canaux semi-circulaires dont le liquide permet l'excitation de cellules sensorielles en fonction des positions de la tête et du corps dans l'espace. Mais il n'y a pas que le labyrinthe, il y a le cervelet qui joue un rôle considérable dans le maintien de l'équilibre statique, mais aussi dans le déroulement harmonieux du mouvement. Il y a les sensibilités profondes qui jouent elles aussi un rôle très important dans la prise de conscience de la position des différents segments du corps dans l'espace. Et ajoutons qu'il existe aussi des sensibilités profondes inconscientes qui viennent activer les précédentes. Il y a le cerveau qui est en relation avec toutes les structures qui viennent d'être nommées, et il y a enfin l'œil qui intervient, comme nous le verrons, comme une béquille. Il arrive parfois que le cerveau ne soit pas du tout satisfait du fonctionnement de ses récepteurs. Alors comment cela dysfonctionne ? C'est vrai, il y a parfois des états pathologiques qui vont perturber le fonctionnement de cette orchestration. Et quand ce fonctionnement est perturbé, eh bien cela peut s'exprimer par des troubles de l'équilibre, avec ou sans vertige. Alors quelle est la différence entre les vertiges, entre le vertige et les troubles de l'équilibre ? La différence est en vérité importante. On peut d'abord énoncer un aphorisme. Tout vertige s'accompagne de troubles de l'équilibre. Tout trouble de l'équilibre n'est pas secondaire à des vertiges. Expliquons-nous brièvement. Le vertige, tout d'abord. Le vertige, on l'a dénommé hallucination de mouvement. Le vertige est donc une sensation erronée de déplacement des objets par rapport au corps ou du corps par rapport aux objets. Et cette sensation erronée de mouvement se fait habituellement dans le sens circulaire. Le sujet a l'impression soudainement que tout tourne autour de lui, comme sur un manège. Ce vertige-là est un vertige rotatoire. D'autres vertiges peuvent donner des déplacements de type ascensionnel, avec parfois l'impression que le sol se dérobe en descendant ou en remontant. Le vertige est une expérience éprouvante. Il s'accompagne souvent
de nausées, de vomissements, d'une pâleur, d'une angoisse. Et bien entendu, ces sensations erronées de déplacement du monde environnant vont casser les rapports entre le sujet et le monde et vont entraîner des troubles de l'équilibre. Mais il existe des troubles de l'équilibre sans vertige. Dans ce second cas, le sujet n'a plus son équilibre, il titube de diverses manières, il risque de tomber, mais il n'y a pas cette sensation de déplacement de son corps ou du monde environnant. Voilà la différence entre ces deux types de plaintes. Il est vrai qu'il n'est pas imaginable qu'un kinésithérapeute puisse aborder un vertigineux sans avoir pris un certain nombre de précautions. Bien entendu, il s'agit d'une rééducation spécialisée, nécessitant une formation, mais en plus, il faut insister sur le fait que tout vertige rééduqué doit d'abord avoir eu son étiologie reconnue. Il y a en effet de nombreuses causes de vertige et tous ces vertiges ne nécessitent pas de rééducation. Prenons par exemple d'abord les vertiges périphériques et plus particulièrement ceux liés à une atteinte de l'oreille interne. Il serait tout à fait inopportun, voire désastreux, de se livrer à une rééducation si une otite sous-jacente est méconnue. Alors que par contre, des souffrances plus chroniques mais bien connues de l'oreille interne, comme par exemple des vertiges périphériques d'une maladie de Ménière, pourront faire l'objet d'un abord rééducatif. Et les exemples pourraient ainsi être multipliés. Dans le cas des vertiges périphériques liés à une lésion située au-delà du labyrinthe, c'est-à-dire sur le nerf auditif, il serait catastrophique de rééduquer un malade vertigineux qui a un neurinome de l'acoustique, car c'est ce neurinome qui doit d'abord être diagnostiqué et traité. Enfin, les vertiges centraux ne constituent pas l'indication idéale de ce type de rééducation, et ces vertiges centraux nécessitent par contre une démarche diagnostique rigoureuse, car le plus souvent, ils peuvent bénéficier d'une thérapeutique qui est tout à fait spécifique. Le diagnostic d'un vertige doit donc être le préalable à toute mise en œuvre d'une rééducation. Comme on vient de le constater, l'oreille interne joue un rôle essentiel dès que l'on évoque la notion de vertige. Avec le professeur Fontanelle, ORL, nous allons voir plus en détail cette oreille interne. Je viens d'examiner le tympan d'un patient qui consulte pour un vertige, et il ne faut jamais perdre de vue que le vertige, c'est un trouble qui vient de l'altération du fonctionnement d'un des trois systèmes qui assurent l'équilibre: la vue, la sensibilité profonde et le vestibule. Le vestibule peut être malade du fait d'une maladie de l'oreille moyenne, c'est ce que je viens de rechercher, et je pense qu'il faut insister sur le rôle du vestibule dans l'équilibre. Ça représente à peu près 80 à 90% des causes de vertige, les maladies vestibulaires. Les maladies du vestibule représentent la grande majorité des causes de vertige. Alors je n'ai pas pu voir tout à l'heure le vestibule en regardant le tympan, bien sûr, il est situé dans le rocher. Et pour vous montrer ce que représente le vestibule, voici un modèle de rocher avec tous les éléments qui composent l'oreille externe, le conduit auditif externe, la membrane tympanique. Dans les cavités de l'oreille moyenne, la caisse du tympan, les osselets. Je les retire pour que vous voyez les cavités de l'oreille moyenne. L'étrier est resté adossé à l'oreille interne. Celle-ci comporte la cochlée, c'est le système auditif, et le système vestibulaire périphérique avec les trois canaux semi-circulaires, canal vertical antérieur, canal vertical postérieur, canal horizontal. Dans cette zone-là se trouve l'utricule qui reçoit les canaux semi-circulaires et le sacule. De cet ensemble
par des fibres nerveuses qui forment le nerf vestibulaire, qui va sortir avec le nerf cochléaire dans le conduit auditif interne pour se diriger vers le tronc cérébral. Comment naissent les informations dans l'oreille interne? Les informations, elles naissent au niveau des canaux semi-circulaires et au niveau de l'utricule et du sacule. Au niveau des canaux semi-circulaires, vous avez une zone qui est renflée à chaque extrémité périphérique des canaux. Vous avez une ampoule. Cette ampoule contient l'organe neurosensoriel proprement dit, qui est représenté par une crête sur laquelle se trouve situé un certain nombre de cellules. Ces cellules comportent des filaments qui se perdent dans une substance gélatineuse. L'ensemble forme une véritable porte, une barrière qui ferme l'ampoule. Si bien que le liquide qui se trouve situé dans l'ampoule va être mobilisé au moment où le canal semi-circulaire concerné tourne. Le liquide est inerte, il a tendance à rester sur place, alors que l'ensemble du système neurosensoriel est mobilisé avec la tête. Ça entraîne une stimulation, une surpression sur une des faces de ce petit portillon, de cette zone neurosensorielle, et à ce moment-là, les informations partent. C'est une modulation d'une information permanente, soit en plus, soit en moins, et tous ces courants d'action sont envoyés vers les zones centrales. Au niveau des macules utriculaires et saculaires, le système est un peu différent, puisque ce sont deux nappes cellulaires, l'une horizontale, l'autre verticale, c'est schématique mais ça reste à peu près valable. Ces nappes cellulaires comportent des cellules qui, comme les cellules que l'on trouvait au niveau des canaux semi-circulaires, sont des cellules avec des cils. Ces cils sont noyés dans une substance gélatineuse, et cette substance gélatineuse est lestée par des petites masselottes, les autoconies ou les otolithes, qui vont en permanence avoir tendance à aller vers le bas ou à rester en retard chaque fois qu'il y a une accélération linéaire. C'est ce mouvement contrarié entre les masselottes, les otolithes et les cellules dont les cils sont plus ou moins collés aux otolithes, c'est ce mouvement contrarié qui va entraîner l'apparition d'un courant d'action au niveau de ces cellules maculaires. Et c'est à partir de là que, par un ensemble d'informations qui va renseigner sur le mouvement horizontal, vertical de la tête, ou simplement la gravité, où l'accélération est nulle, mais où nous sommes en permanence renseignés sur la position de ce qui est pour nous le bas, et de ce qui est évidemment le haut. C'est un renseignement qui est fourni en permanence. Alors l'ensemble des informations maculaires et utriculaires nous renseignent, utriculaires et saculaires, nous renseignent sur notre position. Les accélérations angulaires nous sont fournies par les canaux semi-circulaires, et cet ensemble d'informations concourt à nous donner une idée de notre situation et des mouvements que peut effectuer la tête dans l'espace. Vertige, trouble de l'équilibre, pour un kinésithérapeute, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Comment peut-on s'y prendre? C'est vrai qu'en présence d'un sujet venant se plaindre d'un vertige ou d'un trouble de l'équilibre, il faut, dans un premier temps, authentifier la doléance. Est-ce bien un vertige? Est-ce bien un trouble de l'équilibre sans vertige? Il faut donc, à ce sujet, bien se méfier des plaintes qui sont dénommées vertiges, mais qui ne correspondent pas à des vertiges. Il s'agit notamment de ces malaises vagues, impression de tomber dans les pommes, que nous appelons des lipothymies, ou encore de ces états d'angoisse posturale qui peuvent survenir chez un sujet, soit dans la foule, soit par exemple quand il chemine dans un endroit découvert. L'interrogatoire revêt donc une importance fondamentale pour authentifier le trouble. Une fois que ce trouble est authentifié, il reviendra à l'examen clinique de faire les hypothèses concernant la pathologie en cause. Ceci permettra d'orienter les examens complémentaires nécessaires à la compréhension des troubles présentés par le sujet. Eh bien, cet examen clinique, si important, nous allons le voir immédiatement. L'examen clinique d'un sujet vertigineux repose sur un certain nombre de gestes simples. Bien entendu, nous supposons réaliser l'examen ORL, c'est-à-dire l'examen des oreilles, l'examen de la gorge. Notre attention va d'abord être concentrée sur la sphère oculaire, oculomotrice, c'est-à-dire
la recherche du nystagmus. Ce nystagmus se recherche en demandant au sujet de regarder au loin. Vous regardez loin de vous, et on demande au sujet ensuite de regarder vers la droite et de regarder ensuite vers la gauche. Parfois, nous nous aidons pour mieux observer le nystagmus de lunettes particulières qui empêchent la fixation par le sujet. Ce sont des lunettes de 20 dioptries éclairantes dont voici le modèle et qui sont appelées lunettes de Frenzel. Ces lunettes s'éclairent et nous pouvons ainsi voir les yeux du sujet grossis et tout petit nystagmus peut ainsi être facilement observé. L'examen de l'équilibre, outre l'existence du nystagmus, dont on s'attachera à préciser la direction et l'ensemble des caractéristiques, se fonde sur d'autres aspects des perturbations de l'équilibre. Ainsi en est-il de la recherche de la déviation des index. On demande au sujet d'étendre ses bras, de pointer ses index et de fermer les yeux. À l'état normal, les bras restent dans la même direction et les index du sujet et de l'examinateur restent affrontés. En cas de souffrance vestibulaire, on pourra observer une déviation vers la gauche des index. Cette déviation pourra aussi se faire vers la droite, vers le haut ou vers le bas. La comparaison du sens de la déviation des index et du sens du nystagmus joue un rôle très important pour distinguer un syndrome vestibulaire périphérique d'un syndrome vestibulaire central. Il reste le signe de Romberg. On demande au sujet de joindre ses talons, d'écarter légèrement la pointe de ses pieds, de mettre les bras dans l'axe du corps et de fermer les yeux. À l'état normal, le corps n'oscille pratiquement pas. Quand il y a une souffrance vestibulaire, on va voir survenir, après quelques secondes de latence, une inclinaison lente et latéralisée du corps, par exemple vers la gauche. La confrontation du sens de cette déviation avec le sens de la déviation des index et le sens du nystagmus joue là aussi un rôle très important pour distinguer un syndrome vestibulaire périphérique d'un syndrome central. Bien sûr, cet examen vestibulaire sera intégré dans un examen neurologique général. On étudiera soigneusement la marche, on étudiera soigneusement les fonctions de coordination, notamment par les épreuves doigt-nez et talon-genou. On demande ainsi au sujet de mettre à une vitesse moyenne les yeux ouverts, le doigt sur son nez. On peut aussi, de la même manière, lui demander de pointer son index et de mettre son index à vitesse moyenne sur l'oreille. On répète la manœuvre plusieurs fois de suite. Aux membres inférieurs, on demande au sujet allongé de mettre le talon sur le genou. L'étude du tonus joue un rôle extrêmement important et notamment dans les fonctions cérébelleuses, la recherche d'une hypotonie par l'épreuve dite de stabilisation rythmique. On demande au sujet d'étendre ses membres supérieurs très forts et de résister aux secousses que nous lui imprimons. L'hypotonie va se manifester par une plus grande amplitude du mouvement du côté atteint. Monsieur le professeur Mario, la situation anatomique de l'oreille interne n'est pas très aisée pour pouvoir aller tester son bon fonctionnement. Comment procédez-vous? Eh bien, par méthode indirecte.
Le vestibule, comme tout récepteur sensible, est générateur d'un flux qui parvienne à l'encéphale. Celui-ci va déclencher des réflexes. Eh bien, c'est un de ces réflexes que l'on étudie et qui est le plus pratique à étudier. Par exemple, le réflexe nystagmique. Lorsque le vestibule est stimulé, on peut déclencher un nystagmus, qui est un mouvement particulier du globe oculaire. C'est un mouvement qui est orienté rapidement dans un sens et lent dans l'autre, qui n'est pas spécifique d'une stimulation du système vestibulaire, puisqu'il peut aussi être déclenché par des stimulations visuelles. Il y a donc deux types de nystagmus, un nystagmus visuel ou optocinétique, et un nystagmus vestibulaire, qui va être la conséquence d'une stimulation du système vestibulaire. C'est quoi un nystagmus exactement? Eh bien, prenons l'exemple d'un nystagmus optocinétique, d'origine visuelle. Vous examinez par exemple un voyageur situé en face de vous, dans le train, qui regarde le paysage. Vous remarquerez son regard. Celui-ci est animé d'un mouvement lent dans le sens opposé à la marche du train, et lorsque l'œil arrive en bout de course, eh bien, il reprend une nouvelle cible, et pour rejoindre cette nouvelle cible, un mouvement rapide dans le sens du train. L'œil va donc être périodiquement animé d'un mouvement lent dans un sens, rapide dans l'autre, lent dans un sens, rapide dans l'autre. C'est ça un nystagmus. Alors dans le cas que je cite, il s'agit d'un nystagmus purement visuel, dit optocinétique, que l'on peut produire au laboratoire en demandant au patient de regarder une cible qui se déplace. Le patient est alors immobile et seul le système visuel déclenche le nystagmus. Il faut d'abord s'assurer qu'un nystagmus visuel est correct, c'est-à-dire commencer par l'étude des optocinétiques, afin que l'on soit certain que les voies visuelles soient capables d'élaborer un mouvement nystagmique et que les noyaux moteurs oculaires de l'œil fonctionnent correctement. Ensuite, on va déclencher un nystagmus vestibulaire en supprimant toute référence visuelle et en soumettant le patient à des accélérations. Le nystagmus ainsi produit ne résultera que de la mise en jeu des récepteurs vestibulaires. Le patient est donc soumis à différents types d'épreuves, soit une épreuve pendulaire, c'est-à-dire il est placé sur un fauteuil qui tourne alternativement dans un sens ou dans l'autre, et vous allez donc déclencher des stimulations qui vont entraîner soit un nystagmus droit, c'est-à-dire ayant la phase rapide du mouvement nystagmique vers la droite, soit un nystagmus gauche, c'est-à-dire que cette phase rapide sera située vers la gauche. Eh bien, ces nystagmus peuvent être asymétriques. Certains patients vont déclencher un nystagmus droit qui sera de meilleure qualité que le gauche. Eh bien, cette asymétrie correspondra à une asymétrie du fonctionnement vestibulaire la plupart du temps. Et le nystagmus est un phénomène relativement complexe et qui est sous la dépendance de l'activité du cortex cérébral. C'est ainsi qu'il peut être inhibé lorsque le cortex est relativement relax, lorsque on pense à toutes sortes de choses. Et dès que l'on va demander au patient de concentrer son attention, par exemple de faire une addition, 723 plus 412, vous voyez réapparaître un nystagmus très ample, très net, qui traduit une fixation de son attention. L'inconvénient de l'électronystagmogramme tel que vous le voyez est que l'on soumet les deux vestibules, droit et gauche, à une stimulation, et qu'il est parfois difficile de détecter la latéralisation d'une atteinte vestibulaire. C'est possible quand on étudie l'ensemble du contexte clinique, y compris sur le plan audiologique, mais il va de soi que l'épreuve thermique qui ne stimule qu'une seule oreille va permettre de lever cette indétermination. Le patient, comme vous pouvez le constater, est placé dans une position bien précise. La tête est relevée de 30 degrés par rapport au corps, de façon à ce que seul le canal semi-circulaire externe, qui devient alors en position verticale, soit stimulé. Selon une chronologie bien précise, on fait 6 épreuves. Une épreuve d'abord calorique bilatérale, qui, chez le sujet normal, s'avère dépourvue de réponse nystagmique. Puis, l'on procède séparément à la stimulation calorique
de chaque labyrinthe en introduisant de l'eau dans l'oreille droite à une température de 44 degrés, puis dans l'oreille gauche à la même température, en prenant soin d'arrêter pendant 5 minutes entre chaque stimulation. Ensuite, l'on passe à la température froide de l'oreille droite et de l'oreille gauche. On délivre à peu près 250 cc en 30 secondes. On attend 30 secondes et on calcule la réponse nystagmique de la 60e à la 90e seconde. Dans le cadre de l'exploration des vertiges, on procède à un enregistrement des potentiels évoqués du tronc cérébral. En effet, la hantise de toute ORL est de passer à côté d'une atteinte rétrocochléaire. Le nerf cochléo-vestibulaire étant compris dans la même gaine au niveau du tronc cérébral, on va pouvoir de façon indirecte explorer le nerf vestibulaire par l'intermédiaire de l'enregistrement des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral. Les kinésithérapeutes connaissent bien les muscles du cou. Ce sont aussi des organes très importants pour l'équilibration du corps. Mais c'est justement un examen qui peut être complété, le nystagmogramme classique. Les récepteurs proprioceptifs de la musculature du cou peuvent, dans certains cas, contribuer à engendrer des nystagmus. Par exemple, l'épreuve cervicale, qui est conçue de façon à maintenir la tête immobile par rapport à l'espace, pour ne pas stimuler les récepteurs vestibulaires, va pouvoir provoquer un étirement de la musculature du cou, seul le tronc étant animé d'une rotation. Et au cours de cette épreuve, on peut déclencher des nystagmus pathologiques grâce à la conjonction entre la stimulation des récepteurs proprioceptifs et des asymétries que l'on peut produire chez certains patients d'irrigation vestibulaire. En effet, lorsque la tête est en rotation extrême d'un côté, il peut y avoir une compression de vaisseaux qui vont entraîner, soit au niveau des vestibules, soit au niveau des relais vestibulaires, des anoxies temporaires et provoquer un nystagmus. L'étude de ce nystagmus va contribuer à une meilleure compréhension d'une pathologie observée chez des insuffisants vasculaires, par exemple. Quelle est la place de ces examens complémentaires? Eh bien, ces examens sont à confronter avec les résultats de l'interrogatoire et de la clinique. Seuls, ils seraient peu significatifs, mais leurs résultats vont confirmer des hypothèses diagnostiques qui étaient déjà fortement établies, mais qu'il faut pouvoir exprimer avec certitude. Il y a en plus un côté quantitatif. Et lorsqu'on veut étudier l'évolutivité d'un vertige ou de certains symptômes vertigineux, eh bien, l'évolution du nystagmogramme va permettre d'avoir un élément sur lequel on pourra tabler. Certains patients, en effet, expriment très difficilement leur symptomatologie, soit en raison de leur émotivité ou de leur difficulté, et le nystagmogramme va être un élément qui va conforter le clinicien dans l'hypothèse diagnostique et pouvoir orienter sa thérapeutique de la façon la plus optimale. Pour ce qui concerne la rééducation des vertiges, la kinésithérapie élargit depuis quelque temps son champ d'activité. Cette rééducation reste très pointue et pour l'évoquer, nous avons rencontré Alain Semon, le spécialiste de la rééducation vestibulaire. Quand on veut parler de rééducation vestibulaire, la première chose qu'il faut, c'est d'abord, sur le plan de la sémantique, être d'accord sur l'usage d'un certain nombre de termes. Le premier, équilibre. Équilibre se dit, d'après les lois physiques, lorsqu'on a quelque chose qui est stable ou instable. Un individu debout sur ses jambes n'est pas dans un état stable, puisqu'il oscille autour de ses pieds, hein, et si on regarde la tête par rapport à la taille, les amplitudes d'oscillation sont bien plus grandes. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une fonction qui va nous permettre de faire en sorte que nous soyons tout le temps en équilibre. Faire en sorte que toutes les forces extérieures qui vont tendre à faire sortir la projection du centre de gravité du polygone de sustentation doivent être annulées par un contrôle que l'on appellera un contrôle postural, qui est donc la fonction d'équilibration. J'ai utilisé le terme postural.
Là encore, il y a une différence entre posture et équilibre. Donc il faut préciser ces deux termes. La posture, c'est l'alignement de tous les segments du corps, les uns au-dessus des autres. L'équilibre, c'est ce qui va permettre de passer de posture en posture sans se casser la figure, autrement dit, tout bêtement. Alors, si on veut imager ça, on va dire que la posture, si par exemple on anesthésie la plante des pieds, on va perturber la posture mais pas l'équilibre. Si par contre on met un garrot pneumatique qui va provoquer une ischémie des muscles de la jambe, on ne perturbera pas les postures mais on va perturber l'équilibre. Ensuite de ça, la rééducation vestibulaire, c'est quelque chose qui s'adresse à des gens qui ont des pathologies de l'oreille interne, l'oreille interne étant le capteur le plus important de cette fonction d'équilibration. Ces capteurs sont au nombre de 3, l'entrée visuelle, l'entrée vestibulaire, l'entrée proprioceptive. L'entrée vestibulaire a des interactions sur l'entrée œil et sur l'entrée proprioceptive. Ce qui veut dire que toute pathologie de l'entrée vestibulaire va avoir un retentissement sur l'œil, l'oculomotricité et sur la proprioceptivité. Autrement dit, prendre un malade, le mettre sur un plateau de Friedman, n'importe quelle plateforme qui bouge, et faire de la rééducation proprioceptive, ce n'est pas de la rééducation vestibulaire, car on n'aura rien fait à la cause et à l'entrée qui est responsable des perturbations qu'il y a sur les deux autres. Voilà. La rééducation vestibulaire, ce n'est pas de la rééducation de l'équilibre, comme on peut le voir, par exemple, sur un Parkinson, sur une hémiplégie, sur une sclérose en plaques, parce que dans ces pathologies-là, il s'agit d'atteintes neuromotrices, et nous nous situons dans un système qui est neurosensoriel. Donc ce ne sont pas les mêmes pathologies. Puisqu'il s'agit d'abord et avant tout de traiter la cause et d'effacer le retentissement sur les autres entrées, de supprimer les perturbations des autres entrées, parce que la perturbation de l'entrée œil va se traduire par un vertige, hein, c'est-à-dire le réflexe vestibulo-oculaire. Un vertige, c'est quand on voit toute la scène visuelle qui bouge. La perturbation du système proprioceptif par l'entrée vestibulaire, par la pathologie, c'est le réflexe vestibulo-spinal, et ça, ce sera responsable des troubles de l'équilibre, c'est-à-dire les gens qui vont marcher de travers, qui vont avoir des latéralisations à la marche. Donc, on doit agir sur le système vestibulaire. Ce système vestibulaire est composé de 2 oreilles internes qui sont situées de chaque côté de la tête, et ces 2 capteurs doivent fonctionner d'une manière complémentaire. Lorsqu'il y a une asymétrie de réponse entre les 2 systèmes, eh bien, ma foi, c'est comme si on était bancal. Donc, le système œil va fonctionner de travers et la proprioceptivité va fonctionner de travers. Donc, il va falloir, par l'intermédiaire d'un fauteuil rotatoire, stimuler l'oreille interne pour pouvoir provoquer une inhibition cérébelleuse sur la réponse la plus élevée, de manière à retrouver des réponses symétriques et faire disparaître à ce moment-là les ennuis provoqués par les interactions. Pour un Ménière, il faut que la réponse de l'oreille malade soit plus élevée que la réponse de l'oreille saine. Donc c'est un Ménière gauche, c'est-à-dire que quand je vais la faire tourner à droite, je vais avoir la réponse de l'oreille gauche. Quand je vais la faire tourner à gauche, je vais avoir la réponse de l'oreille droite. Si ma réponse de l'oreille gauche est plus élevée que ma réponse de l'oreille droite, c'est qu'elle ne peut pas faire de crise. Auquel cas, ben, je vais lui fiche la paix. Donc si la réponse de l'oreille gauche est plus basse que la réponse de l'oreille droite, il faudra que je diminue la réponse de l'oreille droite. Donc c'est ça, je vais le savoir quand je vais faire mes 2 rotations de départ. Je ne peux pas le savoir a priori. Donc ça va être dépendant des 2, ça va être la réponse aux 2 premières rotations qui vont déterminer ce qui va se passer ensuite. Et il faut qu'en fin de séance, nous quittions avec l'oreille gauche malade qui a une réponse supérieure à l'oreille droite saine. Alors voici un nystagmus vertical inférieur qui est d'origine centrale. C'est le signe par excellence d'une atteinte centrale. C'est une souffrance au niveau du tronc cérébral.
La caractéristique de ce nystagmus, c'est que si on demande à cette dame de regarder dans le vide, sans précis, ne regardez pas la petite lumière rouge, non, regardez droit devant, mais dans le vague. Voilà, on a une certaine fréquence. Maintenant, fixez la lumière rouge, et on voit qu'il y a une augmentation de la fréquence nystagmus. On peut même majorer encore cette fréquence, regardez le bout de la baguette, et on voit que la fréquence augmente. Alors que sur un nystagmus dit périphérique, au contraire, regardez la lumière rouge, il aurait été inhibé. Mettez votre tête comme tout à l'heure, madame. Voilà. Alors, on donne la direction d'un nystagmus par la phase rapide. Là, la phase rapide est vers le bas, donc c'est un nystagmus vertical inférieur. Phase lente vers le haut, saccade de recentrement vers le bas. Alors, en ce moment, elle est en train de faire un exercice de poursuite. La poursuite lente est un mouvement de l'œil qui est automatique et qui doit avoir un gain égal à 1, c'est-à-dire que le rapport entre le mouvement oculaire et le mouvement de la cible doit être absolument identique. Là, on voit que son déplacement horizontal de l'œil est altéré par le nystagmus vertical inférieur d'une part, et que d'autre part, le mouvement horizontal de l'œil est en saccade, au lieu d'être absolument harmonieux, en rapport avec le sinus du stimulus. Bon, alors maintenant, étant donné qu'elle a un nystagmus vertical inférieur, on va lui provoquer, pour la soulager, un mouvement de phase lente qui va être en opposition de son nystagmus. Voilà, alors elle suit, elle a une phase lente vers le bas et une saccade vers le haut. Voilà. Hop. Hop, voilà. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Hein? Donc on lui fait faire un mouvement du globe oculaire qui est en opposition de son nystagmus spontané pathologique. Il faut bien suivre et bien jeter l'œil vers le haut. Hop, voilà. Hein? Et la rampe de diode en ce moment fait une phase lente vers le bas et une saccade vers le haut. Si on part du principe qu'une atteinte centrale est une levée inhibitrice du système cérébelleux sur les réponses neurosensorielles, il est évident que si on a des gestes ou une attitude agressive rapide comme pour une atteinte périphérique, à ce moment-là, on va provoquer une flambée de réponse qui risque de rendre le malade encore plus malade qu'il est avant. Alors, elle a dans les mains une baguette périmétrique, elle regarde la pointe de cette baguette et on voit bien sûr que son nystagmus vertical inférieur est présent. On va la faire tourner très 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 doucement, de manière à faire en sorte que nous soyons à la limite entre la stimulation vestibulaire, faire en sorte qu'elle ne manque pas sa baguette et avoir en vision périphérique une stimulation optocinétique due au mouvement de tous les murs de la pièce. Nous allons repartir avec un petit mouvement de tête de haut en bas sans quitter la pointe de la baguette des yeux. Allez-y, doucement, voilà, pas plus vite que ça, et on reprend notre action sur notre fauteuil avec ce tout petit mouvement de tête, très très lent, très très doux, pour toujours la même chose, essayer de bien contrôler la réponse de la stimulation. On repart maintenant les yeux sur la baguette avec un petit mouvement de tête droite-gauche, très lent, et là il faut faire en sorte que la vitesse de rotation du fauteuil coïncide avec la vitesse de la tête. Donc si le malade bouge la tête trop vite, le fauteuil va aller trop vite. Donc il faut lui demander de ne pas perdre la baguette des yeux. Ne perdez pas la baguette des yeux. Toujours bougez votre tête.
Ne perdez pas la baguette. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que sur ces 3 entrées dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, personne n'utilise de la même manière son entrée vestibulaire, son entrée œil ou son entrée proprioceptive. Il y a des gens qui privilégient plus volontiers une entrée qu'une autre, ce qui explique pourquoi, à pathologie égale, on va avoir des symptômes différents. Et ceci a été démontré par Georges Fraisse, à savoir qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune corrélation entre signes et symptômes. Autrement dit, si un sujet privilégie sa vision, lorsqu'il va avoir une vestibulopathie, il ne va pas être terriblement gêné. Par contre, si c'est quelqu'un qui utilise très fort son oreille interne au détriment de sa vision, s'il y a une pathologie de l'oreille interne, il va la vivre vraiment très mal. Ce qui veut dire que lorsqu'un sujet va être gêné dans un grand magasin ou lorsqu'il y a beaucoup de mouvements devant ses yeux, ce n'est pas du tout de l'agoraphobie, c'est simplement parce qu'il privilégie son entrée œil, et que lorsqu'il a besoin de faire un transfert sur son entrée vestibulaire, si celle-ci ne répond pas comme il faut, ben, il est terriblement gêné. Donc notre travail va être, d'une part, de déterminer quelle est la stratégie utilisée par le malade, s'il privilégie plus son entrée œil, plus son entrée vestibulaire ou le reste, et d'agir en conséquence. Lorsque nous utilisons le réflexe optocinétique, la stimulation optocinétique sur un malade, c'est justement pour faire en sorte que le cerveau fasse un choix qui soit plus réel à la circonstance dans laquelle et à la situation dans laquelle on se trouve, et qui abandonne l'entrée visuelle pour utiliser une entrée qui soit beaucoup plus réaliste, à savoir l'entrée podale ou la proprioceptivité. Pour comprendre la réaction de déséquilibre provoqué par le réflexe optocinétique, il faut comprendre que le malade, dans cette situation, reçoit une information visuelle via sa rétine périphérique qui lui dit qu'il est en train de bouger. Or, son oreille interne, en ce qui concerne cette dame, n'envoie plus d'informations puisqu'elle est détruite. Et ses pieds disent à son cerveau qu'elle ne bouge pas. On se trouve donc dans une situation parfaitement conflictuelle dans laquelle le système nerveux central ne sait pas quelle est l'information qu'il doit écouter et prendre en charge. Ce que nous voulons donc, c'est qu'elle supprime l'information visuelle et qu'elle transfère la bonne information sur ses pieds pour pouvoir tenir en équilibre lorsqu'elle est dans des situations qui existent dans la vie courante, telles que se trouver dans une grande surface où il y a beaucoup de choses qui bougent, lorsqu'il n'y a plus d'éléments de référence visuelle stable, ou bien de se trouver dans un métro ou dans un autobus où tous les gens qui sont devant elle bougent avec elle, auquel cas, ben, ma foi, il n'y a pas d'information visuelle, il n'y a pas d'information vestibulaire de par sa pathologie, il faut donc que ce soit ses pieds qui prennent la relève. C'est ce qu'on veut faire par l'intermédiaire de ce genre de séance. Ben, je revis, mais je revis, oui. Parce que je n'ai plus cette appréhension de tomber. Parce que je me levais le matin, moi, après une bonne nuit passée chez moi, bon, ben, je me levais le matin, je tenais les meubles. C'est affreux, le manque d'équilibre que j'avais. Je tenais les meubles jusqu'à ce que je refasse surface. C'est affreux. Je suis bien dans ma peau que je ne l'étais plus avant, mais ça pouvait m'arriver. Je suis tombée comme ça en syncope chez le boucher, par exemple. N'importe où je pouvais me trouver, ça m'arrivait. La peur bleue que j'avais, c'est que ça m'arrive sur la chaussée ou quelque chose, que je puisse pas me dégager ou autre. C'était vraiment ma grande appréhension. Voilà donc pour la rééducation vestibulaire qui a désormais fait preuve de son efficacité dans le traitement des vertiges. Il ne faudrait pas oublier pour autant les troubles de l'équilibre. Nous retrouvons sur ce point le professeur Gilles et son équipe de kinésithérapeutes. L'intervention du kinésithérapeute ne se limite pas à celle sur les vertiges, il y a aussi tous les troubles de l'équilibre. C'est vrai, et ces troubles de l'équilibre sont extrêmement nombreux. Il y a d'abord les troubles de l'équilibre, les ataxies, liées à une atteinte des fibres des sensibilités profondes. On peut les rencontrer dans des polynévrites, dans des polyradiculonévrites, dans des maladies de la moelle épinière, comme la sclérose en plaques.
maladie que le kinésithérapeute a l'occasion de côtoyer. De même, il y a des ataxies par lésion du cervelet, et ces ataxies sont elles aussi très fréquentes. Nous rencontrons des ataxies liées à des médicaments, et là nous voyons bien l'importance de leur diagnostic, car l'interruption du médicament doit suffire à guérir le trouble de l'équilibre. Nous rencontrons aussi des ataxies dans une maladie que le kinésithérapeute va sans doute avoir de plus en plus l'occasion d'approcher, à condition qu'il accepte de se familiariser avec cette affection et avec ces méthodes de rééducation. Je veux parler de la maladie de Parkinson. Il y a le très grand groupe des ataxies du sujet âgé, multifactoriel certes, mais qu'il importe de bien connaître en raison de leur importance sociale, car ces ataxies donnent souvent des chutes et donc des fractures du col du fémur dont on connaît la gravité du pronostic. Et puis enfin, il y a, il est vrai, des ataxies qui ne relèvent d'aucun mécanisme lésionnel connu. Ce sont des ataxies psychogènes qui nécessitent, à n'en pas douter, un abord très particulier. Le but de la rééducation est de réapprendre l'adaptation posturale par différents moyens, que sont la concentration, l'habituation et la co-contraction des muscles agonistes et antagonistes, en suivant les diverses étapes du redressement neuromoteur. Alors pourquoi vous démarrez en position couchée? Nous démarrons en position couchée pour passer par les différentes étapes du redressement et pour arriver en position debout. Alors de façon directe, les poussées se font au niveau de la tête, du tronc ou des jambes. Allez-y, pliez vos jambes. Vous allez pousser contre mes mains, relevez les cuisses vers le tronc et vous relâchez. Allez-y. Les guides sensoriels se font par l'intermédiaire des mains du kinésithérapeute. Le contact doit être large. Le mode d'installation progressif et la cessation lente. Allez-y, au niveau des épaules, on relève les épaules. Allez, on pousse et on relâche. Tout doucement. Voilà. Allez-y. Allez-y. Et vous relâchez. Ici, nous allons travailler le pas pelvien en demandant au patient de pousser au niveau de la main sur la crête iliaque et de pousser au niveau du genou. Et vous relâchez. Allez-y. Poussez. Les deux en même temps. Et vous relâchez. Allez-y. Poussez. Et on relâche. Nous pouvons aussi utiliser les exercices de stabilisation de façon indirecte en associant des chaînes périphériques. Vous poussez au niveau de mes mains. Voilà, donc là nous avons un travail de toute la chaîne antérieure. Relâchez. Allez-y. Relâchez. Les poussées irradient vers la tête, vers le tronc. Et vous relâchez. Allez-y. Une fois ce travail acquis, on va demander aux patients de s'adapter aux poussées que l'on va varier au niveau de leur direction. Très bien. Poussez contre ma main. Très bien. Alors ensuite, en position décubitus latéral, toujours le même principe. Les poussées se font en avant, auquel le patient résiste, puis sur la face postérieure. Allez-y, poussez, relâchez, poussez, relâchez. Ensuite, on peut les inclure dans un travail de dissociation des ceintures. Une poussée en avant au niveau de l'épaule
Une poussée en arrière au niveau de la ceinture pelvienne. Relâchez. Allez-y, poussez. Allez, les deux à la fois. Très bien. Ici, allez, les deux. Et on relâche. Allez-y. Allez, les deux. Très bien. Là, hop. Voilà, parfait. Allez-y. Très bien. Là, ça flash. Là. Ensuite, on va travailler en position 4 pattes. Allez, vous poussez. Au niveau des deux mains, allez, hop. Voilà. Très bien. Les poussées ici peuvent se faire d'avant en arrière. Allez, on tient. Voilà. Très bien. Hop. Latéralement. Allez, allez. Le genou ne doit pas décoller. Voilà. Allez-y. Très bien. Allez. Le genou toujours appliqué au sol. Très bien. Voilà. C'est bien. On se redresse bien. Voilà. Alors, on va mettre cette jambe ici. Le pied. Allez, hop, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà, très bien. Ensuite, toujours des exercices de stabilité dans le plan sagittal. Très bien. On se redresse. Voilà, allez, hop, hop. Allez, allez, on pousse, on garde le contact ici. Voilà, là. Très bien. Au niveau du genou, les poussées sont toujours latérales. Poussez, voilà. Très bien. Très bien. Ensuite, nous allons passer à la position debout. Allez, hop, on se met debout. Hop, et on tient là. On tient, on tient. Voilà, le bras le long du corps. Et ensuite, le kiné guide au niveau de la crête iliaque et de la ceinture scapulaire. Voilà. Allez, hop, ici. Très bien. Du tour. Progressivement, les poussées ici, allez, hop, sont de plus en plus faibles pour que le patient réalise seul, allez, voilà, son équilibre. Très bien. Maintenant que l'équilibre statique et dynamique est acquis, nous allons poursuivre la rééducation sur plan instable. Asseyez-vous. Très bien. Voilà, ça va. Alors, vous mettez vos mains sur les genoux et vous allez résister à mes poussées. Très bien. Allez-y. Voilà, parfait. Très bien. Allez, allez. On s'aide avec les pieds. Allez-y. Très bien. Maintenez bien vos pieds au sol. Maintenez vos pieds. Allez. Très bien. Maintenez. Très bien. Allez. Allez. Le repère. Il ne faut pas quitter votre repère. Maintenant, nous allons augmenter le niveau de déséquilibre par des lancers de ballon. Allez-y, réceptionnez le ballon, les pieds bien au sol. Allez-y. Bien sûr, d'autres exercices pourraient être réalisés. Allez, hop. La taxie chez la personne âgée est bien améliorée par une prise en charge kinésithérapique. Par contre, la taxie de type cérébelleux est difficile à maîtriser, surtout s'il n'y a pas de récupération physiologique de par le traitement médical. Et dans ces cas-là,
l'utilisation de cannes anglaises est souhaitable. Pour refermer ce numéro, nos rubriques habituelles, la revue de presse et les informations pratiques. Pour cette revue de presse, plusieurs ouvrages. Tout d'abord, nous remercions les laboratoires Janssen pour leur plaquette sur la physiologie de l'équilibre qui nous a permis d'illustrer l'oreille interne. Chez Frison-Roche, la rééducation des troubles de l'équilibre, ouvrage dans lequel nous retrouvons l'équipe médicale de Poitiers qui a participé à notre reportage. La rééducation fonctionnelle de l'opéré cardiaque adulte. Georges Nizet, docteur en kinésithérapie, nous dévoile l'ensemble des techniques de kinésithérapie après chirurgie cardiaque. Aux éditions Masson, la lombalgie, 10 étapes sur les chemins de la guérison. L'illustration originale, façon BD, facilite l'approche personnelle d'évaluation du patient et offre aux spécialistes une méthode de thérapie pour soulager les lombalgies. Les auteurs, Jean-René Chenard, spécialiste en psychomotricité à l'Université de Québec, et Jacques Charest, psychologue également canadien, ainsi que le docteur Benoît Lavignol de Bordeaux, ont réuni leur expérience dans cet ouvrage. Atlas de mobilisation et manipulation vertébrale. Enseignants en médecine manuelle, François Lecor et Emmanuel Rageot nous proposent un véritable atlas destiné à ceux qui s'initient ou se perfectionnent en médecine manuelle. La mise en position, la mise en tension et les manœuvres mobilisatrices des articulations sont particulièrement bien illustrées. Médecine orthopédique, médecine manuelle. Freddy Huguenin est médecin consultant de médecine physique à Genève. Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera les diagnostics et les gestes thérapeutiques concernant les pathologies fonctionnelles de l'appareil locomoteur et du rachis en particulier. Enfin, concernant la rubrique sportive, Sport et endorphines d'André Orsetti. Pourquoi le sportif éprouve-t-il au cœur de l'action une sensation de bien-être? Pourquoi l'arrêt soudain de l'entraînement provoque-t-il une sensation de manque? Le sport est-il une véritable drogue? Sport et vie. Nous avons particulièrement apprécié le magazine Sport et vie qui nous vient de Belgique. Les articles y sont sérieux et une superbe iconographie nous incite à vous conseiller ce magazine. Malgré une conjoncture économique morose, les kinésithérapeutes n'ont pas boudé le JICAR 91. Et c'est avec un intérêt certain de recherche et d'acquisition de matériel qu'ils ont parcouru les allées de ce 25e salon professionnel. À noter l'attirance pour le matériel de kinésithérapie qui allie le confort du patient au bien-être du praticien. L'œil de kiné vidéo s'est plus particulièrement attardé sur quelques nouveautés. Vous avez une approche thérapeutique qui est très localisée. C'est pas systématiquement, vous changez. Le doigt ne suffit pas toujours. Avec le doigt, on ne parvient pas à arriver à fond. Et avec le crochet, on arrive éventuellement en profondeur à détacher éventuellement une adhérence ou en tout cas à provoquer une élongation du tendon, libération d'adhérence interaponévrotique ou éventuellement libération d'adhérence au niveau cicatriciel. Au moment où le bras se trouve posé, mise en tension, éventuellement libération de l'adhérence. La balnéothérapie, la remise en forme et l'esthétique corporelle, discipline non conventionnée, occupaient une large place parmi les exposants. On peut varier les vitesses, donc on peut faire des vitesses de lente à rapide. Plus c'est lent, plus l'effort est important. Soit on peut faire carrément un travail statique, ce qui nous permet d'utiliser cet appareil comme un mode, comme une cage de poulie à la limite. Donc cet appareil allie donc différents avantages et essentiellement ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut travailler à des vitesses extrêmement variées. On peut faire aussi un montage avec cet appareil agoniste-antagoniste, ce que ne peut pas faire la rééducation classique, c'est-à-dire l'effort au niveau du quadriceps en montant et l'effort au niveau du disque jambier en descendant sur le même mouvement.
baisser cet appareil de cette façon-là. Pour la 3e année consécutive, ont été décernés les trophées du kiné à la main d'or. Trophées récompensant les travaux de nos confrères qui contribuent à promouvoir l'image de la kinésithérapie. Parmi eux, Régine Chedeville, que vous connaissez au travers de nos reportages, a reçu la main d'or pour son ouvrage paru aux éditions Masson. Fin de ce numéro, merci pour votre fidélité. Toute l'équipe de Kiné Vidéo vous souhaite une excellente année 1992.